J'ai vu mon père 3 fois dans la vie. 3 fois dans la vie, je vais vous expliquer. Vous savez, quand j'étais petit, je vivais à Abidjan avec ma maman. Et puis je partais à l'école. 3 fois dans la vie, je vais vous expliquer. Vous savez, quand j'étais petit, je vivais à Abidjan avec ma maman. Et puis je partais à l'école. Et puis en l'an 2002, la guerre est arrivée. Non, avant que la guerre n'arrive, en l'an 2002, en 99 au moins, pardon. En 99, lorsqu'il y a eu le coup d'état de Guéhi, c'est là que on m'a envoyé chez ma grand-mère. On m'a envoyé chez ma grand-mère à Mans. Et quand j'étais à Mans chez ma grand-mère, je suis resté là-bas pour fréquenter parce que maman se cherchait. Voilà, maman ne pouvait pas avoir un garçon auprès d'elle pendant qu'elle était en train de se chercher et tout ça. Elle cherchait à sortir la tête de l'eau dans le cinéma. Elle cherchait à se faire connaître dans le milieu du cinéma. Elle cherchait à imposer son talent dans le milieu du cinéma ivoirien. Donc elle ne pouvait pas s'occuper d'un petit garçon qui était là. Donc en 99, lorsque la guerre, le coup d'état de Guéhi Robert est arrivé, maman m'a envoyé chez ma grand-mère à Mans. Donc j'étais avec ma grand-mère à Mans. Mais pendant tout ce temps, je ne savais pas qui était mon père. La seule personne que je voyais, c'était ma maman. Je vivais avec maman, je faisais tout avec maman. Et en l'an 2002, la guerre a éclaté. Quand la guerre a éclaté, je suis resté à Mans de 99 jusqu'à l'an 2004. Mais en l'an 2002, quand la guerre a éclaté, après ça, je suis resté parce que je devais revenir normalement en l'an 2002. Et je suis resté encore quelques mois après ça, la guerre a éclaté. Et quand la guerre a éclaté, en l'an 2004, c'est là maman a appelé ma grand-mère au village pour dire « Ah, je veux que Stéphane revienne à Abidjan. » En ce moment, j'étais à Mans, en l'an 2004. J'étais à Mans. C'est là ma maman a appelé ma grand-mère pour dire « Ah, je veux que Stéphane revienne à Abidjan. » Et c'est de mon retour pour venir à Abidjan, je suis allé dans un bureau avec une tante. Je me rappelle comme si c'était hier. Sur ma maman et sur ce direct-là, jamais de la vie je n'ai parlé de cette manière. Mais aujourd'hui, je vais vous conter un peu l'amour que j'ai pour ma maman et pourquoi est-ce que j'aime tant cette dame-là. En l'an 2004, lorsque je revenais de Mans à Abidjan, je suis parti avec une tante qui devait me ramener à Abidjan, qui venait à Abidjan. Nous sommes partis dans un bureau. Et dans le bureau, on a croisé un monsieur. En ce moment, le monsieur travaillait à Radio de Mans. C'est-à-dire, Radio de Mans, là. C'est là-bas ce monsieur-là travaillait, à la radio, à Mans. Donc, quand je suis rentré dans le bureau, le monsieur m'a regardé, il m'a salué. Et puis, il m'a dit, ah, je suis ton papa. Imaginez-vous, en l'an 2004, je suis né en 90. De 90 à l'an 2004, ça fait 14 ans. C'est-à-dire, j'ai 14 ans, je rentre dans un bureau, et puis je vois un monsieur qui est assis. Et le monsieur me dit que je suis ton papa. Que ta maman m'a dit de passer me voir pour aller à Mans. Donc quand le monsieur m'a dit, j'ai commencé à rire, j'ai commencé à sourire. J'étais encore un petit gamin, mais je n'ai pas écouté ce qu'il me disait. Après ça, ma tante, qui devait m'accompagner à Abidjan, a commencé à parler avec lui. Après ça, j'ai pris le car, je suis venu à Abidjan. C'était la première fois que je voyais ce père-là qui m'a abandonné, il y a 14 ans en arrière. C'était la première fois que je voyais le visage de ce monsieur qui m'a abandonné il y a 14 ans en arrière. Ce monsieur qui n'a pas reconnu la grossesse. Ce monsieur qui a décidé de ne pas me donner son nom. Ces raisons, je ne saurais quoi vous le dire. Mais c'était la première fois que je voyais ce monsieur-là. Et en 2004, je suis venu à Abidjan. En ce moment, maman a habité à Kouté. Kouté, au fait, c'est un petit village. Bon, pour ceux qui sont à Abidjan, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils connaissent un peu ce qu'on appelle Kouté. Kouté, au fait, c'est un endroit où on vend les habits friperies, là. On vend ça à Kouté, là-bas. Donc, maman habitait dans un tout petit studio. Et je suis venu rester avec maman. Et là, j'ai commencé à partir à l'école. Maman se levait pour aller faire ses sketchs, pour aller faire ses théâtres. Elle partait, fait ses films, elle revient. Mais pendant ce temps, je n'ai jamais manqué de quelque chose. À chaque fois que maman se levait pour partir, elle me donnait toujours la somme de 500 francs. C'est que mes billets de 500 francs là, même si maman se levait à 4 h du matin pour partir, avant qu'elle ne sorte de la maison, elle laissait toujours mon billet de 500 francs sur la télévision et puis elle partait. Et ces 500 francs là, je prenais ça le matin, je partais ça à l'école. Et quand je revenais, il y avait une tante qui vendait à Tchéké. Juste au carrefour de là où on habitait,
Maman me laissait manger là-bas tous les jours et puis mon maman payait la dame là chaque fin du mois. La nourriture que je mangeais là-bas. Mais mes 500 francs contribuaient à ce que je parte à l'école. En 2007, le grand frère de ma maman a organisé une cérémonie chez lui à la maison. Et c'était la deuxième fois que je voyais ce père-là qui m'a abandonné. Et à la cérémonie là-bas, le monsieur est venu, il était assis. Et moi, j'étais assis. Je ne l'avais même pas reconnu parce que un monsieur qu'on dit que c'est ton père, que tu ne l'as pas connu, tu ne l'as pas vu, tu ne sais pas qui il est. Je l'ai vu pour la première fois quand je revenais de Mans en 2004. La deuxième fois je le vois, c'est lorsque le grand frère de ma maman organise une cérémonie chez lui à la maison. Et puis je le vois. Et quand il est venu vers moi, il m'a regardé. Je vois la ressemblance avec le monsieur. Les gens disent que je ressemble plus à ma maman. Mais c'est parce que vous n'avez pas vu ce monsieur-là. Si vous avez vu ce monsieur-là, vous aurez su que véritablement, je ressemble beaucoup à ce monsieur-là aussi. Et quand ce monsieur est venu vers moi pour la deuxième fois que je le voyais, le monsieur m'a dit, ça va mon fils. Je l'ai regardé d'en haut jusqu'en bas. Je me rappelle comme c'était hier, c'était en 2007. J'avais 17 ans. Je ne l'ai même pas calculé, je ne l'ai même pas salué. J'ai pris ma nourriture, j'ai commencé à manger. La cérémonie est finie. Je crois bien, je n'ai plus vu à quel moment il est parti. Et après ça, moi, je suis rentré chez moi à la maison. En 2011, j'habitais au quartier Paillé, pour ceux qui me connaissent. J'habitais au quartier Paillé en 2011. Quartier Paillé, c'est un quartier qui est juste à côté d'Adjamé. C'est là-bas que j'habitais en 2011. J'étais en train de jouer au football. J'étais en train de jouer au football. Et puis j'ai reçu l'appel. Et quand j'ai reçu l'appel, j'ai décroché le téléphone. Et la personne m'a dit, allô Stéphane, ça va? J'ai répondu oui. La personne m'a dit, ah, c'est ton papa. Quand la personne m'a dit, c'est ton papa, j'ai pris le téléphone, j'ai coupé. La personne m'a rappelé encore. La personne m'a dit, allô Stéphane, tu vas bien? J'ai dit oui, je vais bien. La personne m'a dit, c'est ton papa. J'ai coupé le téléphone et j'ai fermé mon téléphone. C'était la dernière fois que j'attendais la voix de celui qui est mon père biologique. En 2014, 2015, j'ai appris que ce monsieur est décédé. J'étais assis à la maison et puis maman est rentrée et puis maman m'a dit, ah, Stéphane, ça va? J'ai dit oui, ça va. Elle dit, je vais te parler. Je me suis assis. Elle dit, ton vrai père est décédé. C'est-à-dire que la dernière fois que j'entendais parler de lui, la dernière fois que j'ai entendu sa voix, c'était ce jour-là où il m'a appelé au téléphone. Et puis il m'a dit, allô Stéphane, c'est ton papa. C'est-à-dire les deux fois où il m'a dit, c'est ton papa. Pour toutes les fois où j'ai pensé avoir auprès de moi, vous savez, tellement j'étais en manque parce que j'étais un enfant qui vivait avec sa maman. Et quand je vivais avec ma maman, à chaque fois qu'il y avait les fêtes de Noël, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il y avait une cérémonie, à chaque fois qu'il y avait quelque chose que les gens me disaient à chaque fois, mais Stéphane, où est ton papa? Je répondais toujours que mon papa était aux États-Unis. Je répondais toujours à ceux qui me suivaient que mon papa était aux États-Unis. Quand mes amis me demandaient à chaque fois, ton papa est où? Je dis, ah, mon papa est aux États-Unis. On me demande à chaque fois, ton papa est où? Je dis, ah, mon papa est il est aux États-Unis, il est en Europe. Je disais toujours ce genre de choses-là. Parce que je ne pouvais pas admettre que tous mes amis qui étaient en face de moi avaient un père. Tout le monde rentrait et disait que, ah, voici, je voyais mes amis qui viennent, mon papa arrive, je m'en vais, mon papa arrive, je m'en vais. Mais moi, la seule personne qui venait à chaque fois que je courais pour aller vers cette personne, c'était ma maman. C'était ma maman à chaque fois. À chaque fois, c'était ma maman. Et jusqu'à ce qu'en 2014-2015, la personne m'appelle pour la dernière fois et je n'ai même pas eu la peine d'écouter ce qu'il me disait. Il a dit, Stéphane, je vais te parler. Je suis ton papa, j'ai raccroché. Il a dit encore, Stéphane, je vais te parler. Je suis ton papa, j'ai raccroché. Vous savez, les gens peuvent penser que c'est parce que j'ai envie de me faire voir que je parle de Bleu Brigitte. Que c'est parce que j'ai envie de me faire voir que je mets maman au devant.
que quand je fais mes bêtises, je mets maman au devant. Mais vous ne savez pas l'histoire que j'ai vécue avec cette dame-là. Aujourd'hui, souvent, les gens me posent la question de savoir pourquoi est-ce que je parle tellement de maman et que je ne parle pas de mon beau-père. De celui-là que je porte son nom, celui-là aujourd'hui qui est devenu mon père biologique. Vous savez, je peux tout accepter. Je peux même accepter qu'on insulte maman. Mais je ne vais jamais accepter qu'on insulte ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là m'a donné une éducation. Ce monsieur-là est rentré dans ma vie en ce moment, c'était en 2005. Ce monsieur-là m'a aimé comme son fils. Il m'a donné son propre nom qui est Abré. Aujourd'hui, quand je m'appelle Abré, c'est grâce à ce monsieur-là. Je ne parle pas de lui beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je ne supporterai jamais que quelqu'un lui manque du respect. Parce que ce monsieur-là est un homme digne. Ce monsieur-là est une personne qui a la main sur le cœur. Ce monsieur-là est une personne c'est-à-dire, ce monsieur-là est une personne qui ne parle pas. Est une personne qui est très discrète. Ce monsieur-là est une personne que je ne supporte. C'est que je peux voir même qu'on insulte maman même. C'est que je préfère même qu'on insulte maman qu'on insulte ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là n'a rien demandé. Ce monsieur-là m'a aimé. Il a aimé ma maman. Je ne cesserai jamais de lui dire merci à chaque fois que j'en ai l'occasion. C'est pourquoi j'évite de parler de lui. Pas parce que je ne l'aime pas, mais au contraire, je ne pouvais jamais rêver avoir un meilleur papa que ce monsieur-là. Je ne pouvais jamais de ma vie rêver avoir un meilleur papa que ce monsieur-là. Vous savez, lorsque tu as tout vécu avec ta maman, lorsque ta mère a été ton père, a été ta mère, lorsque ta maman a tout fait contre vents et marées, une femme qui était capable d'éduquer seule son enfant, une femme qui était capable, malgré les humiliations, malgré la souffrance, en ce moment, la RTI a payé combien la RTI, mais qui n'a jamais laissé, ne serait-ce que je puisse manquer de quelque chose. Vous savez, depuis l'âge de 15 ans, maman me donnait 100 000 francs par mois. À l'âge de 15 ans. Maman me donnait 100 000 francs par mois pour dire, voici ton argent de poche. C'est qu'à chaque fin du mois, là, tous mes amis, ils peuvent témoigner. Il n'y a pas un ami qui va dire, pour national Tima. Je faisais partie des jeunes du quartier qui avaient beaucoup d'argent dans sa poche. Parce que maman ne voulait jamais que je puisse manquer de quelque chose. Elle ne voulait jamais que quelque chose, même que moi, pour tout national, je puisse manquer ne serait-ce que 5 francs. Elle ne voulait jamais cela. J'avais tout ce que je voulais. Elle était toujours à mes aguets. Elle m'a éduqué. Elle m'a inclus des vraies valeurs. Elle m'a appris à aimer l'être humain. Elle m'a appris le sens du pardon. Elle m'a appris, c'est-à-dire, à ne pas haïr. Un jour, ma maman m'a dit, je sais que le fait que tu ne vois pas ton père auprès de toi, ça te manque. Je sais que ton père n'a pas assumé véritablement comme un père. Il n'a pas été là dans ta vie. Je sais que tu aurais voulu que papa soit auprès de toi. Parce que même si tu ne me le dis pas, je le ressens. Je suis une mère et je le sais. Je sais que chaque enfant a besoin de son père et de sa mère à côté. Mais j'aimerais juste te dire qu'il ne faut jamais haïr ce monsieur-là. Il faut retenir juste une seule chose. C'est grâce à ce monsieur-là que Camille est dans ce monde. Même s'il n'a pas eu les responsabilités comme il fallait. Même s'il n'a pas pris ses responsabilités comme il devait le faire. Mais il ne faut jamais haïr ce monsieur-là. Et jusqu'à aujourd'hui, même souvent quand j'en ai l'occasion de fléchir genoux et de prier Dieu Tout-Puissant qui est assis sur son trône, je prie toujours pour le repos de l'âme de ce monsieur-là. Parce que je ne saurais quoi la raison pour laquelle il n'a pas été dans ma vie. Je ne peux pas savoir pourquoi est-ce que ce monsieur-là n'a pas été dans ma vie. Je ne peux pas savoir pourquoi est-ce que ce monsieur-là ne m'a pas donné son nom. Je ne peux pas savoir pourquoi est-ce que ce monsieur-là, les raisons pour lesquelles ce monsieur-là n'a pas été là, je ne saurais quoi vous le dire. Mais aujourd'hui, quand je fléchis genoux et quand je prie le Seigneur, quand je prie Dieu Tout-Puissant qui est assis sur son trône, je prie pour le repos de l'âme de ce monsieur-là. Parce que oui, même s'il ne m'a pas reconnu, même s'il n'a pas été là dans ma vie, c'est quand même mon père. Et un père reste un père. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui des personnes se réjouir, disant que non, Apoutou National n'a pas connu son papa, Apoutou National est un enfant bâtard, Apoutou National est un enfant ceci,
Ce n'est pas une insulte vis-à-vis de ma personne, mais c'est une insulte vis-à-vis de toutes ces personnes qui n'ont rien demandé. De tous ces enfants qui n'ont pas demandé à venir dans ce monde, qui ont été rejetés par les pères. Ce n'est pas à moi qui ont fait du mal, mais on fait du mal à toutes ces personnes qui sont en face. Lorsque tu insultes un orphelin, ce n'est pas parce que tu insultes l'orphelin dans le but de lui faire mal à lui, mais tu insultes tous les orphelins du monde entier. Quand tu insultes un enfant qui est abandonné, ce n'est pas parce que tu veux te moquer de cet enfant-là qui est juste en face de toi, mais tu te moques de tous les enfants qui sont abandonnés. Parce qu'aucun enfant ne demande à ce que son père l'abandonne. Aucun enfant ne demande à ce que sa mère l'abandonne. Aucun enfant ne demande à ce que ses parents ne soient pas auprès d'eux. Mais aujourd'hui, je suis fier de ma maman. Je suis fier de Bleu Brigitte. Je vous le dis et je continue encore de le dire. C'est la seule personne sur la terre ici pour qui je serai prêt à donner ma vie. Ma mère est tout pour moi dans ce monde. Ma mère, elle est tout pour moi dans ce monde.